Nous sommes mieux en tant qu'amis, ne rend pas les choses bizarres, dit-elle quand j'ai trouvé les messages, j'ai accepté et les traité exactement comme n'importe quel autre ami pendant qu'elle me regardait sortir avec sa meilleure amie. Nous sommes mieux en tant qu'amis, dit-elle. Quand j'ai essayé de fixer des limites, j'ai pensé qu'elle était sincère, alors je l'ai traitée comme n'importe quel autre ami occasionnel. Et, apparemment, ce n'était pas ce qu'elle avait en tête. Avec le recul, j'aurais dû réaliser que quelqu'un qui dit une chose mais en attend une autre n'allait jamais se satisfaire d'une simple amitié. J'ai rencontré Camille il y a 3 ans au bistrot de l'Orme, lors de leur soirée quiz du mardi, où j'essayais désespérément de me souvenir de la capitale du Monténégro tout en sirotant une pinte de leur bière locale. Elle était à la table voisine, criant avec assurance « Podgorica » à ses coéquipiers, et je n'ai pas pu m'empêcher d'être impressionné par quelqu'un qui connaissait réellement la géographie européenne obscure. Nous avons commencé à discuter après le jeu et avons découvert que nous travaillions tous les deux dans le centre de Lyon, moi en tant que consultant en ingénierie municipale spécialisé dans les systèmes de traitement de l'eau, elle gérant des campagnes de marketing numérique pour des hôtels de charme le long du Rhône. Ce qui avait commencé comme une conversation amicale autour d'amuse-gueule partagée a évolué en rencontres régulières pour un café au Café des Pentes et en aventure de fin de semaine au marché de la Croix-Rousse, à parcourir les produits artisanaux des artisans locaux. J'appréciais sincèrement la compagnie de Camille durant ces premiers mois. Elle était vive, drôle, et partageait mon appréciation pour la culture singulière de Lyon. Des festivals de gastronomie aux salles de concert underground dans des friches reconverties, notre amitié semblait naturelle et simple, le genre de camaraderie facile où l'on pouvait passer des heures à parler de tout, des plans locaux d'urbanisme à ses dernières campagnes marketing pour les hôtels, sans aucune tension sous-jacente ni attente. Nous déjeunions au restaurant méditerranéen près de la place Bellecour, assistions à des concerts en plein air au parc de la Tête d'Or, et allions occasionnellement voir des films en fin de soirée au cinéma historique Le Comédia, partageant toujours l'addition et maintenant la dynamique confortable de véritables amis platoniques. Je valorisais cette amitié précisément parce qu'elle était directe, pas de jeu, pas d'agenda caché, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre sans complications romantiques. Camille semblait également apprécier cela, du moins au début, mentionnant souvent à quel point il était rafraîchissant d'avoir un ami masculin qui n'essayait pas immédiatement de transformer l'amitié en quelque chose de romantique, comme tant de gars qu'elle avait rencontrés dans le cadre de son travail en marketing. Elle racontait des histoires sur des expériences gênantes sur les applications de rencontres et des clients d'hôtels trop insistants qui confondaient la courtoisie professionnelle avec un intérêt personnel, et je lui offrais la perspective de quelqu'un qui se souciait véritablement de son bien-être sans arrière-pensée. Mais aux alentours du 6e mois, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Camille qui me mettaient de plus en plus mal à l'aise, bien que je les ai d'abord écartés en pensant que mon imagination me jouait des tours. Pendant nos rendez-vous café, elle a commencé à s'asseoir plus près que nécessaire, sa main s'attardant sur mon bras quand elle riait de mes terribles blagues d'ingénieur sur la résistance à la traction du béton et les retards dans le traitement des permis de construire. Elle a commencé à faire des commentaires sur notre connexion, sur le fait qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui la comprenait, comme moi, et sur la rareté d'une telle compréhension profonde entre amis. Les contacts physiques occasionnels sont devenus plus fréquents et délibérés, une main sur mon épaule quand elle se penchait pour regarder quelque chose sur mon téléphone, ses doigts effleurant les miens quand elle me tendait mon café, des étreintes qui duraient quelques secondes de plus que ce que justifie habituellement une amitié confortable. Elle a commencé à suggérer des activités qui ressemblaient plus à des rendez-vous amoureux qu'à des sorties entre amis, comme des dégustations de vin en soirée dans des caves intimes du Vieux-Lyon ou des randonnées au lever du soleil vers des points de vue romantiques dans le Beaujolais, où les couples allaient généralement regarder le coucher du soleil ensemble. Quand d'autres personnes se joignaient à nos activités de groupe, Camille se positionnait à côté de moi, faisant constamment des commentaires subtils sur notre lien spécial, qui laissait les autres supposer que nous étions impliqués romantiquement, malgré mes tentatives de clarifier notre statut platonique. J'ai commencé à avoir l'impression de marcher dans un champ de mines de signaux contradictoires, ne sachant jamais vraiment si j'interprétais mal un comportement amical normal ou si Camille repoussait effectivement des limites que nous n'avions jamais officiellement établies. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai suggéré gentiment que nous devrions probablement maintenir des limites plus claires puisque nous étions amis et non impliqués romantiquement, expliquant que je valorisais trop notre amitié pour laisser la confusion romantique compliquer ce que nous avions construit ensemble. Camille a balayé mes inquiétudes d'un rire et d'un geste dédaigneux de la main, insistant sur le fait que notre connexion n'était qu'une énergie d'amitié très profonde et que je réfléchissais trop à notre alchimie naturelle. Elle a affirmé que certaines personnes étaient simplement plus affectueuses que d'autres par nature et que je ne devrais rien lire de romantique dans ce qu'elle considérait comme des expressions normales de liens platoniques étroits entre adultes matures.
Sa réponse m'a donné l'impression d'être excessivement sensible ou de mal interpréter un comportement innocent, mais quelque chose dans sa réaction ne sonnait pas tout à fait juste. Il y avait une lueur dans ses yeux qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. La situation est devenue plus complexe lorsque Camille a commencé à m'envoyer des textos tard dans la nuit qui flirtaient avec la limite entre l'amical et le romantique, des messages comme « Je pense à notre conversation d'aujourd'hui et à quel point j'apprécie d'avoir quelqu'un qui écoute vraiment » ou « J'aimerais que plus de gens me comprennent comme tu le fais », accompagnés d'émojis en forme de cœur qui semblaient inappropriés pour une communication purement platonique. Je me suis surpris à faire des captures d'écran de ces messages pour les étudier plus tard, essayant de déterminer si je surinterprétais une affection amicale ou si Camille testait effectivement les limites que nous étions censés avoir établies pour notre relation platonique. La vérité sur les intentions de Camille est devenue limpide lors d'une soirée de groupe dans son appartement à la Croix-Rousse, où elle avait invité notre cercle habituel pour des pizzas maison et des jeux de société un samedi soir pluvieux d'octobre. J'avais apporté une bouteille de pinot noir local et j'attendais avec impatience une soirée relaxante entre amis, complètement pris au dépourvu par ce que j'allais découvrir sur les véritables sentiments de Camille et son comportement manipulateur dans mon dos. Vers le milieu de la soirée, alors que nous débattions des règles des colons de Catane et que Camille s'était levée pour remplir les verres de vin de tout le monde depuis la cuisine, son téléphone s'est allumé sur la table basse, affichant ce qui semblait être une conversation par texto. Je ne fouinais pas intentionnellement, l'écran était tourné vers le haut, et la notification est apparue juste devant moi alors que je tendais la main vers mon propre téléphone pour vérifier l'heure. Ce que j'ai vu m'a noué l'estomac et a fondamentalement changé ma compréhension de toute la dynamique de notre amitié. Le fil de discussion était entre Camille et une personne nommée Solène, et l'aperçu du texte disait quelque chose comme « Il commence vraiment à se laisser convaincre. Il faut juste être patiente avec toute cette histoire de limite. » Une froide prise de conscience m'a envahi alors que je réalisais ce que cela pouvait signifier, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives basées sur un seul fragment de message hors contexte. Cependant, lorsque Camille est revenue de la cuisine et a remarqué que l'écran de son téléphone était toujours allumé, elle l'a rapidement saisi avec une expression légèrement paniquée qui a confirmé mes pires soupçons sur ce que j'avais accidentellement entrevu. Le reste de la soirée m'a semblé surréaliste alors que j'essayais d'agir normalement tout en digérant les implications de ce que j'avais vu, observant Camille interagir avec le groupe et me demandant quelle part de son comportement envers moi avait été une manipulation calculée plutôt qu'une véritable confusion amicale. Après que tout le monde soit parti vers minuit, j'ai décidé d'aborder directement ce que j'avais vu plutôt que de laisser mon imagination s'emballer avec des spéculations et des suppositions sur ses motivations. J'ai dit à Camille que j'avais accidentellement vu une partie de sa conversation par texto et lui ai demandé si elle voulait expliquer ce qu'elle entendait par le fait que je commençais à me laisser convaincre, et la discussion sur les limites que nous avions eues des semaines plus tôt. Au lieu d'offrir une explication raisonnable ou de s'excuser pour tout malentendu, Camille est immédiatement devenue défensive et a tenté de détourner la responsabilité en affirmant que je violais sa vie privée en lisant ses messages personnels. Elle a insisté sur le fait que je sortais un commentaire anodin fait à sa colocataire complètement de son contexte et que j'en faisais quelque chose de beaucoup plus significatif que ce n'était en réalité. Mais quand je l'ai pressée pour obtenir des éclaircissements sur ce qu'elle avait réellement voulu dire, l'histoire de Camille a commencé à s'effriter sous le poids de mes questions. Elle a admis qu'elle avait discuté de notre amitié avec Solène, sa meilleure amie et colocataire, mais a prétendu qu'elle n'avait fait qu'exprimer sa confusion face aux signaux contradictoires qu'elle pensait que j'envoyais. Selon la version des événements de Camille, c'était moi qui avais flirté et repoussé les limites, et elle avait essayé de trouver comment gérer mon intérêt romantique supposément évident sans nuire à notre amitié. Le détournement cognitif était si flagrant et ridicule que j'ai failli en rire. Voilà quelqu'un qui m'avait touché de manière inappropriée, envoyé des textos romantiques et créé des situations intimes, prétendant maintenant que c'était moi qui la poursuivais romantiquement. Quand j'ai souligné les exemples spécifiques de son comportement transgressif au cours des derniers mois, Camille a rejeté chaque incident comme étant soit ma mauvaise interprétation d'une affection amicale normale, soit mon imagination lisant une intention romantique dans des interactions innocentes entre amis platoniques. Elle a insisté sur le fait que tout ce que je percevais comme de la séduction n'était en réalité que sa personnalité et son style de communication naturel et que j'avais projeté mes propres sentiments romantiques sur la dynamique de notre amitié. La conversation a atteint son point de rupture lorsque j'ai demandé directement à Camille ce qu'elle attendait de notre relation et si elle avait espéré que cela évolue en quelque chose de romantique malgré ses affirmations de préférer des limites amicales. C'est à ce moment-là qu'elle a prononcé la phrase qui allait définir tout ce qui s'est passé ensuite. Me regardant droit dans les yeux avec un mélange de frustration et de condescendance qui rendait ses véritables sentiments parfaitement clairs, elle m'a dit que nous étions mieux en tant qu'amis, et que je ne devrais pas
rendre les choses bizarres, en insistant pour quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu en premier lieu. Camille a insisté sur le fait que je lisais mal des signaux qui n'avaient jamais existé et que notre amitié était parfaitement bien telle qu'elle, tant que j'arrêtais de créer une tension romantique là où aucune n'était intentionnée. L'ironie était absolument stupéfiante. La même personne qui avait systématiquement testé les limites et envoyé des signaux contradictoires se positionnait maintenant comme la victime de ma poursuite amoureuse, réécrivant toute l'histoire de nos interactions pour me faire passer pour celui qui était inapproprié. Mais sa réaction défensive et sa panique évidente lorsque j'avais vu ces messages m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui s'était réellement passé. Camille avait joué à une sorte de jeu où elle voulait l'intimité émotionnelle et l'attention d'une relation amoureuse tout en maintenant la sécurité et le contrôle des limites de l'amitié, et elle avait discuté de sa stratégie pour me conquérir avec sa colocataire comme s'il s'agissait d'une sorte de projet ou de conquête. J'ai réalisé à ce moment-là que Camille ne voulait pas vraiment de limites claires ou d'une amitié sincère. Elle voulait que je la poursuive romantiquement pour qu'elle puisse accepter ou rejeter mes avances tout en gardant un contrôle total sur la situation. Le fait que j'ai essayé de maintenir des limites appropriées l'avait apparemment frustrée au point qu'elle avait œuvré en coulisses pour me manipuler afin que je fasse le premier pas. Debout là, dans son appartement, regardant quelqu'un que j'appréciais sincèrement en tant qu'ami, j'ai pris une décision qui s'avérerait plus satisfaisante que je n'aurais pu l'imaginer à l'époque. Si Camille croyait vraiment que nous étions mieux en tant qu'amis et voulait que j'arrête de rendre les choses bizarres, alors je lui donnerais exactement ce qu'elle prétendait vouloir. À partir de ce moment, je traiterai Camille exactement comme n'importe quel autre ami occasionnel de mon cercle social, poli, agréable, mais sans aucune de l'attention spéciale ou de l'investissement émotionnel que j'avais accordé à ce que j'avais cru à tort être une amitié étroite. 3 semaines après ma confrontation avec Camille, je me suis retrouvé à un atelier de torréfaction de café dans le quartier de la Guillotière, auquel elle m'avait ironiquement invité dans le cadre des activités culturelles mensuelles de notre groupe d'amis. L'ironie ne m'a pas échappé que Camille essayait toujours de maintenir notre dynamique sociale tout en niant simultanément les sous-entendus romantiques qu'elle avait cultivés pendant des mois. J'ai décidé d'assister à l'atelier malgré tout, en partie parce que j'étais sincèrement intéressé par l'apprentissage des techniques de torréfaction du café et en partie parce que je refusais de laisser la manipulation de Camille changer mes propres habitudes sociales ou mes intérêts. L'atelier se tenait dans une petite brûlerie artisanale près du boulevard de la Croix-Rousse, où une douzaine de participants apprenaient la sélection des grains, les profils de torréfaction et la chimie derrière la création de la tasse de café parfaite, auprès d'un instructeur barbu qui traitait les grains de café comme des pierres précieuses. À peu près à mi-parcours de la session, alors que je prenais des notes sur les températures de torréfaction et les intervalles de temps, une femme aux cheveux auburn courts et aux ongles tachés de peinture m'a demandé si elle pouvait faire équipe avec moi pour la partie pratique de l'atelier. Elle s'est présentée comme étant Solène, mentionnant qu'elle était là parce que sa colocataire lui avait recommandé le cours mais avait annulé à la dernière minute en raison d'obligations professionnelles. Quelque chose dans son style de communication directe et son enthousiasme sincère pour l'apprentissage a immédiatement attiré mon attention. Voici quelqu'un qui semblait d'une franchise rafraîchissante après des mois à gérer les signaux contradictoires et les tactiques de manipulation de Camille. Solène s'est avérée être une professeure de poterie indépendante qui donnait des cours dans divers studios de Lyon, et sa passion pour l'artisanat a résonné avec ma propre appréciation pour le travail manuel qualifié et l'attention aux détails que j'apportais à mes projets d'ingénierie. Pendant notre séance de dégustation de café, nous avons découvert un amour commun pour les aventures d'escalade en plein air dans le massif du Vercors, en particulier les voies difficiles près des cascades, où la compétence technique importait plus que l'équipement coûteux ou les opportunités de photos pour les réseaux sociaux. Elle avait cette merveilleuse façon de poser des questions réfléchies sur mon travail d'ingénierie municipale, montrant une curiosité sincère pour les processus de traitement de l'eau et la planification des infrastructures plutôt que le désintérêt poli que la plupart des gens affichaient lorsque je mentionnais ma profession. Je me suis senti sincèrement attiré par l'esprit indépendant et l'énergie créative de Solène, appréciant la façon dont elle ne jouait jamais à des jeux psychologiques ou n'envoyait de signaux contradictoires sur ses intentions ou ses intérêts. Quand l'atelier s'est terminé et que nous goûtions tous nos grains fraîchement torréfiés, Solène a mentionné qu'elle prévoyait d'aller voir un nouveau magasin de fournitures d'art qui avait ouvert sur les pentes de la Croix-Rousse et m'a demandé si je voulais l'accompagner, puisque nous semblions avoir des goûts similaires pour l'artisanat local et le soutien aux petites entreprises. J'ai accepté son invitation sans hésitation, la traitant exactement pour ce qu'elle semblait être, une invitation amicale de quelqu'un dont j'appréciais la compagnie, plutôt que d'essayer de décoder des significations cachées ou un sous-texte romantique qui pourrait ne pas exister. Notre virée magasinage improvisé pour des fournitures d'art s'est transformé en un après-midi de déambulation dans des galeries et des studios, discutant de tout,
des techniques de glaçure en céramique aux défis d'ingénierie de la construction d'infrastructures durables dans des régions sujettes aux tremblements de terre comme les Alpes. Solène avait cette merveilleuse capacité à trouver des liens entre des sujets apparemment sans rapport, établissant des parallèles entre la précision requise dans le travail autour de potiers et les calculs mathématiques impliqués dans la conception de systèmes de traitement de l'eau capables de desservir des populations urbaines en croissance. Une semaine plus tard, j'ai de nouveau croisé Solène au marché fermier du centre-ville, où j'achetais des légumes frais pour ma préparation de repas hebdomadaires et où elle achetait des fournitures d'argile auprès d'un vendeur spécialisé dans les matériaux d'origine locale pour les artistes céramistes. Elle a mentionné qu'elle prévoyait de tenter quelques voies d'escalade difficiles dans le Vercors la fin de semaine suivante et m'a demandé si je voulais la rejoindre, puisque j'avais mentionné avoir de l'expérience en escalade technique lors de notre conversation précédente. Je me suis surpris à attendre avec impatience de passer du temps avec quelqu'un qui partageait mes intérêts pour le plein air et appréciait une communication honnête sans la complexité psychologique épuisante qui avait caractérisé mon amitié avec Camille. Pendant notre aventure d'escalade dans le Vercors, Solène s'est avérée être une excellente partenaire d'escalade qui communiquait clairement sur les protocoles de sécurité, partageait généreusement son équipement et célébrait les voies réussies sans transformer chaque accomplissement en une opportunité sur les réseaux sociaux pour obtenir la validation d'inconnus en ligne. Nous avons passé toute la journée à nous attaquer à des voies difficiles et à partager des histoires sur des aventures d'escalade passées, des quasi-accidents et la discipline mentale requise pour surmonter la peur lorsque vous êtes suspendu à une paroi rocheuse à 40 pieds au-dessus du sol. Quand Solène m'a invité à dîner après notre deuxième rencontre fortuite, cette fois dans un petit restaurant éthiopien qu'elle voulait essayer depuis un moment, j'ai accepté avec enthousiasme et j'ai traité cela comme une situation complètement distincte de mon histoire compliquée avec Camille. J'ai veillé à être complètement transparent avec Solène au sujet de ma relation platonique avec Camille, expliquant que nous avions été amis pendant plusieurs années mais que nous avions récemment établi des limites plus claires après une certaine confusion sur les attentes et les styles de communication. J'ai souligné que je respectais les limites claires et valorisais une communication honnête dans toutes mes relations, qu'elles soient platoniques ou romantiques, parce que j'avais appris que les signaux contradictoires et les agendas cachés ne menaient qu'à des sentiments blessés et à une confiance endommagée entre des personnes qui tenaient l'une à l'autre. Solène a apprécié ma franchise et a partagé sa propre philosophie sur l'importance d'une communication authentique, mentionnant qu'elle avait mis fin à des relations précédentes spécifiquement parce que ses partenaires s'attendaient à ce qu'elles lisent dans leurs pensées ou décodent des indices subtils plutôt que d'exprimer leurs besoins et leurs sentiments clairement, comme des adultes matures. Le comportement de Camille a changé radicalement lorsqu'elle a découvert, par notre réseau d'amis communs, que Solène et moi sortions ensemble, malgré son insistance catégorique précédente sur le fait que nous étions mieux en maintenant simplement un statut d'amis, et ses accusations selon lesquelles je rendais les choses bizarres en suggérant des sous-entendus romantiques dans nos interactions. L'ironie était absolument stupéfiante. La même personne qui m'avait fait la morale sur le respect des limites de l'amitié était maintenant clairement contrariée que j'ai suivi son conseil et que je sois passé à autre chose pour sortir avec quelqu'un qui voulait réellement une relation amoureuse. Quelques jours après notre premier rendez-vous officiel, Camille a commencé à s'immiscer dans des situations où elle savait que Solène et moi passerions du temps ensemble, apparaissant de manière inattendue dans des restaurants et des lieux de Lyon avec des explications de plus en plus invraisemblables pour son timing coïncident. Elle apparaissait au café où Solène et moi avions nos rendez-vous réguliers du mardi matin, prétendant qu'elle se trouvait juste dans le quartier, bien qu'elle vive et travaille à l'autre bout de la ville. Lorsque nous assistions à des concerts en plein air sur la place Bellecour, Camille se matérialisait pendant les entr'actes avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, se positionnant au sein de notre cercle social et faisant des commentaires passifs-agressifs sur la compatibilité et le timing des relations, qui étaient clairement dirigés contre notre romance naissante. Sa tactique préférée était de nous approcher avec un grand sourire et un enthousiasme artificiel, posant des questions détaillées sur la chronologie de notre relation et faisant des observations sur la rapidité avec laquelle les choses avançaient, entre nous, par rapport à la connexion lente et profonde, qu'elle prétendait que nous avions construite au fil de nos années d'amitié. Camille a commencé à partager avec nos amis communs des histoires soigneusement élaborées sur ma supposée poursuite romantique d'elle tout au long de notre amitié, se positionnant comme la victime d'un amour non partagé qui avait été forcé de rejeter doucement mes avances tout en essayant de préserver notre lien platonique. Selon sa version révisée de l'histoire de notre amitié, j'avais insisté pour une relation amoureuse qu'elle avait constamment découragée, et ma relation actuelle avec Solène était évidemment une tentative de rebond pour la rendre jalouse et la forcer à reconsidérer mes propositions romantiques. Elle a dit aux gens qu'elle se sentait très mal d'avoir dû me blesser en maintenant des limites appropriées, mais qu'elle avait toujours su que j'espérais plus que de l'amitié, malgré sa communication claire sur ses intentions platoniques. Le détournement cognitif était si complet et convaincant que plusieurs amis communs m'ont approché avec inquiétude,
me demandant si j'allais bien après avoir été rejeté par Camille et si ma relation avec Solène était saine, compte tenu du timing émotionnel. Quand j'ai maintenu mon approche amicale mais distante envers Camille, la traitant exactement comme elle l'avait demandé lors de notre conversation sur la définition des limites, elle m'a accusé d'être froid et d'abandonner la connexion spéciale que nous étions censés partager depuis des années. Elle s'est plainte à quiconque voulait l'entendre que j'étais devenu une personne complètement différente, que je l'ignorais dans les contextes de groupe et que je refusais de m'engager dans les conversations profondes qui avaient caractérisé notre amitié avant que Solène n'entre en scène. Camille semblait sincèrement confuse et blessée que je ne lui fournisse pas l'intimité émotionnelle et l'attention spéciale auxquelles elle s'était habituée, bien qu'elle soit la personne qui avait insisté pour que nous maintenions des limites d'amitié appropriées et que nous arrêtions de rendre les choses bizarres avec des sous-entendus romantiques. L'ironie ne m'a pas échappé que Camille voulait tous les avantages émotionnels d'une relation amoureuse, l'attention exclusive, les conversations profondes, le traitement prioritaire, tout en maintenant publiquement que nous n'étions que des amis, et qu'elle n'avait aucun intérêt romantique pour moi. Elle voulait que je continue à agir comme un petit ami dévoué pendant qu'elle conservait la liberté de sortir avec d'autres personnes et de nier toute connexion romantique entre nous lorsque cela l'arrangeait. Lors des rassemblements de groupe, Camille faisait des commentaires pointus sur la façon dont certaines personnes ne géraient pas bien le rejet, sur la difficulté que cela représentait lorsque des amis développaient des sentiments inappropriés qui devaient être gérés avec soin, et sur la tristesse de voir quelqu'un jeter des années d'amitié pour une déception amoureuse. Elle se positionnait comme la personne mature et rationnelle qui essayait de préserver notre amitié malgré mon immaturité émotionnelle et mon incapacité à accepter ses limites claires. Lorsque ces tactiques n'ont pas provoqué la réaction qu'elle souhaitait, Camille est passée à des confrontations plus directes, m'approchant lors d'événements sociaux pour me demander pourquoi j'étais si distant et si je la punissais d'avoir été honnête sur ses sentiments. Elle prétendait que mon comportement la blessait profondément et que la proximité que nous avions partagée avant que les choses ne deviennent compliquées lui manquait, oubliant commodément qu'elle était la personne qui avait créé les complications en envoyant des signaux contradictoires puis en niant la responsabilité de la confusion qu'elle avait délibérément cultivée. Solène s'est retrouvée prise dans une situation de plus en plus inconfortable entre sa relation grandissante avec moi et sa loyauté envers Camille, qui était devenue considérablement plus instable émotionnellement à propos de notre relation depuis qu'elle avait appris que sa colocataire était la femme que j'avais choisi de courtiser. La révélation que Solène était la meilleure amie et colocataire de Camille m'avait initialement inquiété, mais Solène m'avait assuré qu'elle pouvait gérer toutes les complications potentielles avec maturité et une communication claire plutôt que d'éviter complètement la situation. Cependant, la réaction de Camille en découvrant que sa colocataire sortait avec l'homme qu'elle avait vainement tenté de manipuler s'est avérée bien plus intense et irrationnelle que ce que Solène ou moi avions anticipé lorsque nous avions décidé de poursuivre notre relation honnêtement. Selon Solène, Camille avait commencé à mettre en scène des crises de larmes élaborées chaque fois qu'elle revenait de rendez-vous avec moi, avec pleurs, accusations de trahison et déclarations dramatiques sur le sentiment d'être abandonnée par les deux personnes en qui elle avait le plus confiance dans sa vie. Camille se positionnait dans le salon de leur appartement commun, chronométrant stratégiquement ses manifestations émotionnelles pour un impact maximal lorsque Solène franchissait la porte d'entrée après avoir passé du temps avec moi. Elle prétendait que voir sa meilleure amie sortir avec quelqu'un qu'il avait supposément mené en bateau et lui avait brisé le cœur, lui causait un véritable traumatisme psychologique qui nécessitait une attention et un réconfort immédiat de la part de Solène. Camille insistait sur le fait qu'elle se sentait trahie non seulement par mon rejet de ses avances romantiques, mais aussi par la volonté de Solène de poursuivre une relation avec quelqu'un qui les avait clairement manipulées toutes les deux par des jeux émotionnels calculés et des violations de limites. Elle me dépeignait comme un maître manipulateur qui avait systématiquement joué les deux femmes l'une contre l'autre, la courtisant d'abord, puis passant à Solène lorsque son plan initial n'avait pas produit les résultats souhaités. Selon le récit de plus en plus élaboré de Camille, je me servais manifestement de Solène pour la rendre jalouse et la forcer à reconsidérer sa décision de maintenir des limites d'amitié plutôt que d'explorer la connexion romantique que nous étions censés construire ensemble depuis des années. Elle a dit à Solène que toute femme qui se respecte refuserait de faire partie d'un stratagème de manipulation aussi évident et que continuer à sortir avec moi revenait essentiellement à participer à une guerre psychologique contre sa plus proche amie. La manipulation émotionnelle a atteint des niveaux absurdes lorsque Camille a commencé à laisser des mouchoirs stratégiquement placés dans leur appartement, prétendant qu'elle avait pleuré à cause de notre situation, et à jouer de la musique mélancolique à des volumes conçus pour s'assurer que Solène remarquerait sa détresse. Elle chronométrait ses séances de sanglots les plus dramatiques pour les moments où elle savait que Solène se préparait pour des rendez-vous avec moi, créant une atmosphère de culpabilité et de tension clairement destinée à saboter notre relation avant qu'elle ne puisse devenir sérieuse.
Quand j'ai suggéré que Solène pourrait vouloir passer plus de temps dans mon appartement pour éviter la situation de vie toxique que Camille créait, Solène a insisté pour gérer le conflit avec maturité plutôt que de simplement l'éviter par des tactiques d'évitement qui pourraient aggraver la situation à long terme. Elle croyait que Camille finirait par accepter notre relation et passer à autre chose une fois qu'elle réaliserait que sa manipulation émotionnelle ne fonctionnait pas et que ni Solène ni moi n'allions changer notre comportement en fonction de ses démonstrations dramatiques de prétendu chagrin d'amour. Camille a intensifié ses tactiques de manipulation en menaçant de déménager et de mettre fin à leur amitié à moins que Solène ne choisisse entre leur relation de colocataire et sa romance avec moi, positionnant la situation comme un test de loyauté où Solène devait prouver son engagement envers leur amitié en sacrifiant son bonheur pour le confort émotionnel de Camille. Elle prétendait que continuer à sortir avec moi tout en vivant avec elle lui causait un véritable préjudice psychologique qui l'empêchait de fonctionner normalement dans sa propre maison et que Solène était égoïste et cruelle en priorisant une nouvelle relation amoureuse au détriment d'années d'amitié étroite. L'ultimatum a été livré avec une précision calculée à un moment où Solène était particulièrement stressée par des échéances professionnelles, avec Camille en larmes, affirmant qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans un environnement où on lui rappelait constamment son rejet romantique et sa supposée trahison par les deux personnes qu'elle aimait le plus. Lorsque Solène a refusé de choisir entre notre relation et les exigences de Camille, expliquant que les adultes matures devraient être capables de gérer une déception amoureuse sans poser d'ultimatum à leurs amis, le comportement de Camille est devenu encore plus erratique et manipulateur. Elle a commencé à ramener des rendez-vous aléatoires à la maison, spécifiquement au moment où elle savait que je rendrais visite à Solène, créant une atmosphère inconfortable conçue pour que notre relation paraisse gênante et inappropriée au sein de l'espace de vie partagé. Ce n'étaient pas de véritables intérêts romantiques, c'était de toute évidence des hommes qu'elle avait recrutés sur des applications de rencontres, spécifiquement pour créer du drame et forcer des confrontations qui rendraient impossible pour Solène et moi de profiter de moments paisibles dans ce qui aurait dû être la propre maison de Solène. Camille passait des appels téléphoniques bruyants à ses rendez-vous temporaires pendant que Solène et moi essayions de dîner ou de regarder des films, discutant de détails intimes sur sa vie amoureuse et faisant des commentaires pointus sur la loyauté, la confiance et les gens qui volent les intérêts romantiques de leurs amis. Elle encourageait ces rendez-vous à monopoliser les espaces communs de l'appartement, jouant de la musique forte et s'engageant dans des démonstrations d'affection manifestement théâtrales qui étaient clairement conçues pour nous mettre mal à l'aise, Solène et moi, plutôt que d'exprimer un véritable intérêt romantique pour ces hommes aléatoires qu'elle connaissait à peine. 8 mois après le début de ma relation avec Solène, Camille a orchestré ce qui ne peut être décrit que comme une embuscade publique au Festival annuel de gastronomie de Lyon, où elle savait que nous célébrerions notre anniversaire avec un pique-nique parmi les vendeurs de nourriture et les scènes de musique live qui faisaient de cet événement l'une de nos traditions estivales préférées. Solène et moi avions étalé une couverture dans le parc de la Tête d'Or, près de la scène principale, partageant des burgers gourmands et de la bière artisanale tout en écoutant des groupes locaux interpréter des reprises de chansons de rock classique pour les familles profitant du samedi après-midi ensoleillé. Nous rions de quelque chose de ridicule qui s'était passé pendant notre cours de poterie du matin quand j'ai remarqué Camille s'approcher de notre lieu de pique-nique avec une détermination évidente, son visage montrant déjà des signes des larmes qu'elle avait apparemment préparées pour cette confrontation. Elle marchait droit vers nous avec le genre d'intensité concentrée qui suggérait qu'elle avait soigneusement planifié cette scène, répétant probablement ses répliques et chronométrant sa manifestation émotionnelle pour un impact public maximal parmi la foule de festivaliers profitant de leur fin de semaine. Camille s'est positionnée directement devant notre couverture et s'est immédiatement lancée dans un monologue bruyant et dramatique sur la trahison et les amitiés volées, clairement conçu pour attirer l'attention des familles et des couples voisins qui n'avaient aucun contexte pour comprendre la situation qu'elle créait. Les larmes coulant sur son visage et sa voix portant à travers le terrain du festival, elle a déclaré que j'avais systématiquement volé sa meilleure amie et détruit leur lien d'amitié sacré par une manipulation calculée et des abus émotionnels qui l'avaient laissé se sentir isolé et abandonné. Elle m'a accusé de cibler Solène spécifiquement parce que je savais que cela blesserait le plus Camille, affirmant que je me vengeais manifestement de son rejet de mes avances romantiques en séduisant sa colocataire et en la retournant contre la personne qui l'avait soutenue et s'était occupée d'elle pendant des années. Selon le récit public de Camille, j'étais un maître manipulateur qui avait utilisé ma connaissance de leur amitié pour semer la discorde entre elles, exploitant la nature confiante et le cœur généreux de Solène pour punir Camille d'avoir maintenu des limites appropriées dans notre relation supposément platonique. Camille a exigé que Solène choisisse entre leurs années d'amitié et ce qu'elle appelait ma relation de rebond, avec quelqu'un qui, de toute évidence, ne pouvait s'engager avec personne, étant donné ma tendance à courtiser plusieurs femmes simultanément et à jouer à des jeux émotionnels avec les gens qui tenaient à moi. Elle s'est positionnée comme la victime d'une attaque coordonnée contre son bien-être émotionnel,
affirmant que j'avais spécifiquement choisi de sortir avec sa meilleure amie parce que je savais que cela causerait un maximum de dommages psychologiques et la forcerait à assister à son rejet romantique se dérouler dans son propre espace de vie. Toute la performance a été livrée avec le genre d'intensité théâtrale qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si manifestement calculée et manipulatrice, avec des pauses stratégiques pour un effet dramatique et des modulations de voix conçues pour transmettre une détresse émotionnelle maximale à notre public croissant de badauds concernés. Je suis resté complètement calme tout au long de la crise publique de Camille, la laissant s'épuiser avec ses accusations et ses exigences, pendant que je déclarais simplement que je la traitais exactement comme elle l'avait demandé lors de notre conversation sur la définition des limites des mois plus tôt, comme une amie, rien de plus, rien de moins. J'ai expliqué à la foule qui s'était rassemblée autour de notre couverture de pique-nique que Camille et moi avions été des amis qui avaient discuté du maintien de limites appropriées et que je respectais simplement sa préférence déclarée pour les relations platoniques en ne poursuivant pas d'implication romantique avec elle, tout en sortant avec quelqu'un d'autre qui voulait réellement une relation amoureuse avec moi. Solène a défendu l'authenticité de notre relation avec un sang-froid remarquable, expliquant qu'elle et moi nous étions connectés indépendamment grâce à des intérêts communs et des personnalités compatibles plutôt que par un quelconque stratagème pour blesser Camille ou nuire à leur amitié, et que les adultes matures devraient être capables de gérer une déception amoureuse sans monter des scènes publiques ou poser des ultimatums à leurs amis. Le contraste entre l'hystérie émotionnelle de Camille et nos réponses calmes et rationnelles était suffisamment frappant pour que plusieurs festivaliers commencent à secouer la tête et à s'éloigner, reconnaissant clairement la situation pour ce qu'elle était. Une personne créant un drame inutile tandis que deux autres tentaient de le gérer avec dignité et maturité. La confrontation de Camille a attiré une foule importante de curieux qui s'étaient initialement approchés avec inquiétude pour ce qui semblait être une véritable crise émotionnelle, mais qui ont progressivement réalisé qu'il assistait à quelqu'un ayant une crise de nerfs très publique pour des problèmes relationnels qui auraient pu être gérés en privé par une conversation d'adulte et une résolution de conflit. Après que son monologue dramatique n'ait pas produit la réaction qu'elle souhaitait, Camille a changé de tactique et a commencé à publier des mises à jour en temps réel sur ses comptes de réseaux sociaux, élaborant un récit partial sur la trahison et l'amour volé qui la dépeignait comme la victime innocente d'un abus émotionnel coordonné par deux personnes à qui elle avait confié ses sentiments et ses vulnérabilités les plus profonds. Un an plus tard, j'ai demandé Solène en mariage lors d'un cours de poterie privé dans son studio préféré des Pentes de la Croix-Rousse, où nous avons créé ensemble des bols en céramique assortis tout en discutant de notre vision commune d'un avenir bâti sur une communication honnête et un respect mutuel plutôt que sur la manipulation et les jeux émotionnels. Le symbolisme semblait parfait, deux personnes travaillant l'argile pour créer ensemble quelque chose de beau et de fonctionnel, utilisant nos mains pour façonner des matières premières en objets qui serviraient un but pratique dans notre vie quotidienne tout en représentant la collaboration créative qui avait défini notre relation depuis le début. Solène a dit oui avant même que j'ai fini de poser la question, riant à travers ses larmes en réalisant que je m'étais coordonné avec son professeur de poterie pour nous assurer que nous aurions de l'intimité pour ce moment, tout en incorporant sa passion artistique dans ce qui allait devenir l'un des souvenirs les plus importants de notre vie commune. Nous avons passé le reste de la soirée à planifier notre fête de fiançailles et à discuter des détails du mariage avec le genre d'anticipation excité qui vient de deux personnes qui veulent sincèrement construire une vie ensemble plutôt que d'essayer de gagner un jeu psychologique complexe. Camille avait déménagé de leur appartement commun plusieurs mois plus tôt, officiellement pour saisir de nouvelles opportunités, mais en réalité parce que ses tactiques de manipulation avaient spectaculairement échoué et qu'elle avait perdu plusieurs amis communs qui avaient reconnu ses schémas de comportement pour ce qu'ils étaient vraiment, les actions de quelqu'un qui ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention dans chaque situation sociale. Selon Solène, Camille avait eu du mal à trouver des colocataires qui toléraient ses tendances dramatiques et son besoin constant de soutien émotionnel, passant par plusieurs situations de vie avant de finalement s'installer dans un studio qu'elle pouvait se permettre avec son salaire en marketing, mais qui l'isolait du réseau social sur lequel elle comptait auparavant pour la validation et l'attention. Elle avait fait des tentatives de plus en plus désespérées pour renouer avec de vieux amis qui s'étaient lassés de ses récits de victimisation et de sa manipulation émotionnelle, découvrant que la plupart des gens avaient une patience limitée pour quelqu'un qui créait du drame partout où elle allait et refusait d'assumer la responsabilité de ses propres actions et choix. Camille a fait une dernière tentative pour perturber notre fête de fiançailles en envoyant un long courriel à la fois à Solène et à moi, affirmant qu'elle méritait des excuses pour avoir été menée en bateau et manipulée tout au long de notre amitié, bien qu'elle soit la personne qui avait systématiquement envoyé des signaux contradictoires tout en niant tout intérêt romantique lorsqu'elle était directement confrontée à ses intentions. Le courriel était un chef-d'œuvre de projection et de révisionnisme historique, la dépeignant comme une victime innocente qui avait été cruellement trompée par deux personnes en qui elle avait confiance, tout en ignorant complètement son propre rôle dans la création de la confusion et du conflit qui avait endommagé de multiples relations et amitiés.
Elle prétendait que je l'avais courtisée pendant des mois tout en faisant semblant de respecter les limites de l'amitié et que Solène avait trahi leur amitié en choisissant de sortir avec quelqu'un qui était manifestement émotionnellement indisponible et incapable de communiquer honnêtement avec les femmes. Selon le récit final de Camille, elle était la personne mature et rationnelle qui avait essayé de maintenir des limites appropriées tout en étant systématiquement manipulée par deux personnes qui avaient coordonné leurs efforts pour l'isoler de son réseau de soutien et lui voler sa sécurité émotionnelle. Plutôt que de nous engager dans la tentative désespérée de Camille de relancer le drame et le conflit qui avait caractérisé nos interactions pendant des mois, Solène et moi avons transféré le courriel à notre organisatrice de mariage comme exemple de personne à ne pas inviter, le traitant avec l'humour qu'il méritait. Plutôt que de donner à Camille la réaction émotionnelle qu'elle cherchait encore si désespérément, même après tout ce temps, nous avons ri de l'absurdité de quelqu'un exigeant des excuses pour avoir été respecté exactement comme il l'avait demandé et nous nous sommes émerveillés de l'incapacité continue de Camille à comprendre que les actions ont des conséquences et que maltraiter les gens mène finalement à l'isolement et à la solitude. Notre organisatrice de mariage a trouvé toute la situation à la fois divertissante et instructive, commentant qu'elle avait vu des schémas similaires dans d'autres mariages où d'anciens amis ou partenaires tentaient de s'immiscer dans des célébrations auxquelles ils n'avaient pas été invités parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que leur comportement ait des conséquences. Camille a finalement commencé une thérapie et a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, apprenant enfin à respecter les limites qu'elle prétendait vouloir, tandis que Solène et moi construisions notre relation sur les fondations du respect mutuel et de la communication claire qui nous avait attirés l'un vers l'autre en premier lieu. Selon des amis communs qui nous donnaient occasionnellement des nouvelles de ses progrès, Camille avait lentement commencé à comprendre comment ses tactiques de manipulation et ses récits de victimisation avaient endommagé ses relations, bien qu'il lui ait fallu des mois de conseils professionnels pour reconnaître les schémas qu'elle avait répétés dans de multiples amitiés et situations amoureuses tout au long de sa vie d'adulte. Aux dernières nouvelles, elle faisait de véritables efforts pour changer son style de communication et assumer la responsabilité de ses actions, bien que je sois resté sceptique quant à la capacité d'une personne si attachée à la manipulation et aux jeux émotionnels à développer véritablement la conscience de soi et la maturité requise pour des relations saines avec les autres.